Bon, bonjour à tous. Donc c'est aujourd'hui le dernier cours. On va terminer la démonstration du théorème d'ergodicité quantique sur des graphes réguliers. La dernière fois, on avait commencé à parler d'analyse de Fourier sur un arbre régulier, dans l'idée de s'en servir pour essayer de construire une correspondance entre dynamique quantique et dynamique classique. Donc je rappelle, on avait construit une base d'onde plane. Je note grand T, l'arbre régulier. Chaque point a Q plus 1 voisin. Donc c'est un arbre infini. Il a une frontière à l'infini. Et on avait construit une base d'onde plane. Donc, elles sont indexées par... Chaque onde plane, elle est indexée par une direction à l'infini, oméga, et un réel, S, qui joue le rôle un peu de l'énergie. Je ne sais plus si j'avais mis plus ou moins, je pense comme ça. Et on s'en était servi pour construire une transformée de Fourier. Donc il faut imaginer des ondes planes qui se propagent dans la direction du point à l'infini oméga et avec l'énergie S. Et à partir de là, on avait proposé comme définition d'espace des phases classique. On avait raisonné à l'envers, on était parti de la transformée de Fourier pour essayer de deviner ce qui devrait être l'espace des phases classique si on voulait avoir un principe de correspondance. Donc, c'est l'ensemble des triplés X, oméga et S. Et donc on avait vu que quand on s'est donné un X sur l'arbre et un oméga, ça revient à se donner une géodésique partant de X et allant dans la direction oméga. Et en fin de séance, on avait dit que si je pars d'une observable classique, qui est une fonction de X, oméga et S, on va essayer de définir un opérateur. Ça, c'est en s'inspirant de ce qui existe dans le cas euclidien. À partir d'une observable classique et de la transformée de Fourier, en fait, on va essayer de définir un opérateur en utilisant la formule suivante. Donc, F chapeau, c'est la transformée de Fourier de F. Et puis je dois intégrer sur toutes les directions oméga et sur toutes les énergies S. Donc il faut choisir une origine quelque part. Donc, je choisis arbitrairement une origine. La définition en fait ne dépend pas... On peut vérifier que cette définition ne dépend pas du choix de l'origine. Et on peut aussi s'intéresser... Donc ça c'est la formule qu'on avait donnée la dernière fois. On peut aussi, alors si je veux écrire la matrice de l'opérateur dans la base canonique, je vais l'appeler K indice A. La matrice, elle est donnée par la formule suivante. Simplement en écrivant la définition de la transformée de Fourier.
Alors ici, j'ai préféré nu x, c'est la mesure harmonique vue depuis le point x. C'est la mesure harmonique sur le bord, vue depuis le point x. La définition de la mesure harmonique dépend du point qu'on choisit comme origine, mais en fait, on a la formule suivante, que si je change d'origine comme définition de la mesure harmonique, on peut comparer les deux mesures. Le rapport entre les deux mesures est explicite, hein, c'est... Donc changer d'origine sur la définition de la mesure harmonique, c'est une opération complètement explicite. Donc ce qu'on voit, c'est que à x fixé, si je fixe x, la matrice Ka par rapport à la deuxième variable, c'est la transformée de Fourier inverse de la fonction a. Donc c'est la transformée de Fourier inverse de A par rapport aux variables de Fourier. Et en prenant comme origine le point x. Et puis, ça veut dire, si je lis ça à l'envers, ça me dit que la fonction A, il y a une relation explicite entre l'observable A et la matrice de l'opérateur. L'observable A, par rapport aux variables de Fourier, c'est la transformée de Fourier de la matrice K. Par rapport à la deuxième variable. Donc ça veut dire, si vous vous souvenez, on avait énoncé des théorèmes de type Paley-Wiener. Ça veut dire qu'il y a des théorèmes explicites qui nous disent que le fait que la matrice décroisse rapidement loin de la diagonale, ça se retrouve sur la fonction A, sur la régularité de la fonction A. On avait énoncé des théorèmes de type théorème de Paley-Wiener qui nous dit que le fait que les éléments de matrice décroissent quand la distance tend vers l'infini, ça se retrouve sur des propriétés de régularité de la fonction A. Et puis, un petit point technique, mais c'est qu'en plus de ça, il y avait une condition de symétrie que je dois, même si elle est source en fait de complications techniques à plusieurs moments. Donc, il y a une condition de symétrie quand je remplace S par moins S, c'est-à-dire quand je remplace la base des ondes planes la base des ondes planes stables par la base complexe conjuguée. On avait énoncé, il y a une condition de symétrie qui dit ce qui se passe quand je remplace S par moins S. Et puis, on peut écrire la formule de Plancherel. Puisque j'ai vu que par rapport à la deuxième variable, la matrice et la fonction A sont transformées de Fourier l'une de l'autre. Donc toujours à x fixé. Je peux dire que la somme sur y de k de xy au carré, c'est l'intégrale de a au carré par rapport aux variables de Fourier. Et là encore, la mesure qui sort, c'est par rapport à la direction oméga, c'est la mesure harmonique vue depuis x. Et puis toujours la même mesure ρ, la densité d'état
par rapport à la variable S. Ça, c'est vrai pour tout x. Et si je somme maintenant tout ça par rapport à x, de ce côté-là, je trouve la norme Hilbert-Schmidt de l'opérateur. Si je fais la norme Hilbert-Schmidt de l'opérateur, c'est la somme de ça sur tous les x. Et là, du coup, je me retrouve avec la somme sur x de l'intégrale de a au carré d nu x 0 de s. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vois apparaître par rapport à... Donc là, d'un côté, j'ai la norme Hilbert-Schmidt de l'opérateur. Et là, on voit apparaître l'intégrale de a au carré le long d'une mesure qu'on va voir comme une mesure de Liouville. On voit qu'en position, c'est la mesure uniforme. C'est une somme sur toutes les positions possibles. Et une fois que la position est connue, je mets finalement la mesure uniforme sur toutes les directions possibles. Donc, et puis après, je peux... Donc cette mesure-là, je vais l'appeler... C'est cette mesure-là qui va jouer le rôle de la mesure microcanonique à S fixé. Donc ça, je vais l'écrire comme intégrale de a au carré fois une sorte de mesure microcanonique à S fixé. Et puis après, je peux aussi réintégrer par rapport à l'énergie. Ça, c'est... Alors maintenant, le but de tout ça, c'est d'essayer de faire émerger, si possible, une sorte de principe de correspondance entre dynamique quantique et dynamique classique. Alors, comment on va faire pour essayer de... Dans ce qu'on avait vu quand on travaillait sur des variétés, la correspondance entre la dynamique quantique et la dynamique classique, on la voyait apparaître quand on calculait le commutateur entre le Laplacien et puis l'opérateur obtenu en quantifiant l'observable A. On avait vu apparaître comme terme principal un crochet de Poisson du Hamiltonien avec l'observable A. Et donc on va calculer explicitement ce commutateur pour voir si on voit apparaître une espèce de dynamique sous-jacente. Mais peut-être avant de faire le calcul du commutateur, on peut déjà partir avec une idée préconçue de ce qu'on voudrait comme dynamique classique. Bon, ceux qui dans la salle ont un peu l'habitude, vous vous doutez que ce qu'on aimerait bien avoir, donc c'est ce qui jouerait le rôle du flot géodésique. Sauf que ici, ça va être un système dynamique à temps discret, puisque tout est discret ici. Donc l'espace des phases, ça sera... Ce qu'on avait dit, c'est que c'est l'espace des triplés x oméga s. Et la transformation qu'on aimerait voir sortir, c'est simplement ce qu'on appelle le flot géodésique dans ce genre de situation. Si j'ai x et oméga qui sont donnés, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me détermine une unique géodésique. Et ce qu'on a envie d'appeler le flot géodésique, c'est simplement, je me déplace, je change juste le point d'origine. Donc si j'appelle ce point-là, le point qui est sur la même géodésique, mais un cran plus loin, je vais l'appeler x1.
ce qui paraît raisonnable d'appeler le flot géodésique, c'est de dire, une fois que je me suis donné une position et un oméga, je me déplace dans la direction de oméga à vitesse 1. Alors on va définir tout de suite un opérateur qui agit sur les fonctions, c'est-à-dire que UA de x oméga s, je vais appeler A rond phi. C'est l'opération de transporter une observable le long des trajectoires géodésiques. Alors, il faut faire un petit peu attention, c'est une dynamique qui est déterministe. Mais par contre, elle n'est pas inversible. C'est-à-dire que plusieurs points, puisque une fois que j'ai avancé de 1, j'oublie... Est-ce que j'ai de la couleur? Oui. Une fois que je me suis translaté de 1 dans cette direction, j'oublie ce segment-là, et finalement, j'ai Q condition initiale qui me donne la même image au point 1. Donc U, en fait, ce qui se passe, c'est que U, c'est une isométrie, mais pas inversible. En fait, son adjoint, l'adjoint de U, alors l'adjoint, c'est pour la mesure microcanonique, hein. Si on le calcule, c'est la somme sur tous les antécédents possibles. Donc, en fait, pour cette dynamique, il faut se souvenir que chaque point de l'arbre a Q plus un voisin. Et donc là, pour revenir, une fois que je me suis déplacé là, pour revenir en arrière, j'ai Q possibilités. Donc, je dois faire la moyenne uniforme sur ces Q possibilités. Donc, je fais la moyenne sur tous les points qui donnaient... sur tous les antécédents par le flot géodésique du point x oméga s. Et donc ce que je disais, c'est qu'on a U étoile U qui est égal à l'identité. Donc ça exprime le fait que U est une isométrie. Mais par contre, U étoile n'est pas égal à l'identité. Parce que... ouais. Alors si on fait le calcul du commutateur entre le Laplacien, ou autrement dit, je rappelle que comme on est sur des graphes réguliers, le Laplacien et la matrice d'adjacence, c'est la même chose, modulo soustraire un multiple de l'identité. Hein, donc je peux parler soit du Laplacien, soit de la matrice d'adjacence, ça revient au même. Donc si je fais le commutateur entre le Laplacien et l'opérateur obtenu en quantifiant l'observable A, on peut faire un calcul qui montre que ça revient à appliquer à A une certaine transformation, que je vais noter grand T et que je vais écrire. La transformation T. Bon, alors il y a une constante de vent qui ne va pas beaucoup nous intéresser. Alors il y a un premier terme qui est imaginaire pur. Alors je vais les commenter après. Et puis après, il y a un deuxième terme qui est réel. Voilà, c'est une expression qui n'est pas particulièrement simple et qu'il va falloir commenter. Peut-être
peut-être un petit commentaire, c'est que une des raisons qui nous a amené à faire les choses de cette manière-là, c'est que Steve Zelditch avait fait un calcul analogue dans le cas du disque hyperbolique. Quand Steve Zelditch a démontré le théorème d'ergodicité quantique pour les surfaces hyperboliques, il s'est basé sur une transformée de Fourier qui existe sur le disque hyperbolique et qui ressemble beaucoup à celle-ci, sauf qu'on est sur une variété et pas sur un graphe. Et il avait obtenu la formule suivante. On va essayer de comprendre l'analogie. Donc le calcul qu'avait fait Zelditch dans le cadre du disque hyperbolique. En utilisant la transformée de Fourier hyperbolique, il avait obtenu je ne sais plus quelle était la constante, mais ce qui est important, c'est qu'il y avait un premier terme imaginaire pur qui était le crochet de Poisson. Donc la dérivée dans la direction du flot géodésique, et un deuxième terme qui était un peu comme un terme diffusif, enfin un terme, c'est le... Donc en fait, les deux formules se ressemblent pas mal. Celle-ci est plutôt plus simple, celle-ci c'est une version discrète. Donc quand on fait le calcul analogue sur une variété hyperbolique, en fait on obtient un premier terme qui va vraiment être la dérivée dans le flot géodésique, qui ressemble à celui-là, puisque là en fait UA, il faut se souvenir, UA c'est je transporte A vers l'avant dans la direction du flot géodésique, et son adjoint c'est la même chose mais vers l'arrière. Donc ça, c'est une sorte de dérivée discrète dans la direction des géodésiques, ça ressemble pas mal à ça. Et là, il y a un terme qui est une espèce d'opérateur d'ordre 2. Enfin, on voit que c'est une espèce de Laplacien dans la direction des géodésiques. Et là, dans ce cas-là, c'était vraiment le Laplacien de A par rapport à la variable x. Donc c'est une sorte de Laplacien sur les feuilles stables. Et dans le cas du disque hyperbolique, le R, ici, il faut se souvenir que S, il est relié aux valeurs propres par la valeur propre du Laplacien, c'est lambda égale 2 racine de Q cosinus de S ln de Q, ou plutôt la valeur propre de la matrice d'adjacence. Et ici, lambda, la valeur propre du Laplacien, c'est 1 quart plus R au carré. Alors, il y a une certaine analogie entre les deux formules. Il y a quand même une différence qui est que quand on faisait les choses dans le cadre habituel d'une variété dans la limite des hautes fréquences, on faisait, dans ce qu'on a vu au début du cours, dans le théorème de Schnirelmann, on fait tendre lambda vers l'infini. Ce qui veut dire que R c'est juste racine de lambda, donc R tend aussi vers l'infini. Ça veut dire qu'on peut considérer ce terme comme étant négligeable. Et on retrouve ce qu'on avait vu, qu'au premier ordre, le commutateur avec le Laplacien, au premier ordre, c'est le crochet de Poisson. Là, par contre, dans ce cadre discret, il n'y a pas de raison particulière de penser que ce terme-là est négligeable devant celui-là. Le seul régime où il devient négligeable, c'est si on se place au voisinage de la valeur propre 0. Mais sinon, si je dessine le spectre de la matrice d'adjacence, il y a une valeur propre dont on voit qu'elle joue un rôle un peu particulier dans les calculs, c'est la valeur propre 0 qui correspond justement à quand ce cosinus-là s'annule. Donc, si jamais on décidait de se placer sur un petit voisinage de cette valeur propre, on pourrait considérer ce terme comme étant négligeable, mais sinon, si on veut vraiment raisonner dans tout le spectre, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'on peut négliger ce terme. Donc ça, c'est une grosse différence.
Et disons, pour pas y passer trop de temps, en fait, à cause de ce terme-là, on n'a pas réussi à démontrer de vrai théorème d'Egorov. Donc on n'a pas... On n'a pas de théorème de style théorème d'Egorov qui nous dirait... Je rappelle qu'un théorème d'Egorov, il est censé nous dire que si je prends une observable classique et que je la quantifie et qu'ensuite j'applique le flow, j'applique la dynamique quantique, éventuellement avec un temps convenablement renormalisé. Un théorème d'Egorov est censé nous dire que ça, c'est la même chose que de transporter A dans la direction du flot géodésique. Et en fait, on n'a pas d'énoncé de ce type-là, justement à cause de ce terme-ci. Donc en fait, ça on le verra plus tard quand on fera la preuve du théorème, mais on aurait aimé, je pense, au départ, dire que voilà, ça c'est vraiment la dynamique classique et ça c'est négligeable, mais on n'a pas pu le faire. Donc finalement, on va vraiment travailler avec l'opérateur T lui-même. En fait, quand on va s'interroger sur l'ergodicité de la dynamique classique, en fait, c'est vraiment, on va s'interroger sur l'ergodicité de l'opérateur T. On ne va pas pouvoir se ramener au flot géodésique lui-même. On pourrait le faire. On peut se ramener au flot géodésique si on décide de s'intéresser uniquement au milieu du spectre, mais c'est un petit peu trop restrictif. Donc, de manière plus générale, on ne peut pas se ramener au flot géodésique. Donc en fait, on va devoir, un petit peu plus tard, s'interroger sur une propriété d'ergodicité de l'opérateur T. Ce que je veux dire par là, c'est que la propriété finalement qu'on va utiliser, ça va être que si TA est nul, alors A est constante sur chaque couche d'énergie. D'habitude, dans la preuve du théorème de Schnirelmann usuel, on utilise ça vraiment pour T, qui est le transport dans la direction du flot géodésique, mais là, on va démontrer cette propriété-là pour cet opérateur lui-même, hein, que si TA est nul, en fait, A est constante par rapport aux variables x et oméga. Mais avant ça, il faut... Alors pour l'instant, je ne suis pas encore passé à un graphe fini. Ça, ce sont des calculs qui, pour l'instant, sont vrais sur l'arbre infini. Le théorème d'ergodicité quantique, on veut le démontrer sur des graphes finis, dans la limite où la taille du graphe tend vers l'infini. Donc il faut d'abord, en fait, avant de faire ça, il faut d'abord dire comment cette construction, que pour l'instant j'ai énoncée uniquement sur l'arbre infini, reste possible sur un graphe fini. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est une famille de graphes finis, mais pour l'instant, regardons-en un.
Hein, tout dépend, en réalité, tout dépend de n. En fait, un graphe fini Q plus 1 régulier, on va le voir comme un quotient de l'arbre par un certain sous-groupe du groupe des automorphismes. Ça veut dire que mon graphe qui au départ est fini, je le déplie sur l'arbre infini. Et dans cet arbre, donc dans cet arbre, j'ai une copie du graphe, je vais appeler D. Donc D, c'est un domaine fondamental pour l'action du groupe gamma. Donc ça, c'est une copie de mon graphe fini. Et puis, toutes ces images donc ce sous-ensemble fini ainsi que toutes ces images forment une partition de l'arbre. Autrement dit, au lieu de parler de fonctions sur le graphe fini, je vais parler de fonctions sur l'arbre qui sont périodiques pour le groupe gamma. C'est un peu plus simple en fait de visualiser certaines constructions si on passe à l'arbre infini et qu'on parle de fonctions périodiques, de fonctions gamma périodiques. Ça revient exactement au même. Et alors la notion de géodésique qu'au départ j'ai définie sur l'arbre, donc une géodésique, il faut se souvenir, c'est un chemin infini avec la propriété que si j'ai suivi une arête à un certain moment, eh bien, au moment suivant, je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Cette notion, en fait, elle est préservée par les automorphismes de l'arbre, donc cette notion, elle est parfaitement bien définie, elle passe au quotient, elle est bien définie sur le graphe fini. Donc j'ai une notion de géodésique sur le graphe fini. Par contre, sur le graphe fini, évidemment, en fait les coordonnées x, oméga, je peux les utiliser sur l'arbre, mais pas sur le graphe fini. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère travailler sur l'arbre, c'est que ces coordonnées x, oméga ne passent pas au quotient, bien sûr. Et alors, donc maintenant, on va s'intéresser à des observables qui ont la propriété. Je veux savoir si est-ce que l'opérateur op-A préserve les fonctions gamma périodiques. Je veux des opérateurs qui agissent sur les fonctions définies sur le graphe, donc sur les fonctions périodiques. C'est un petit calcul algébrique qui montre que... Alors si je regarde la matrice de l'opérateur, j'avais appelé KA sur le tableau précédent, le fait de préserver les fonctions périodiques, sur la matrice, ça se voit en disant qu'il y a une certaine propriété de double périodicité. Donc la matrice KA, elle doit être doublement périodique par l'action de gamma. Donc ça doit être vrai pour tout élément du groupe de transformation gamma. Et sur l'observable classique A, cette propriété revient à dire que A est invariante. Elle a la même propriété.
faut se souvenir que le couple X oméga, c'est une géodésique infinie. Et donc, le groupe d'automorphisme, en fait, il agit sur les géodésiques infinies. Et donc, je veux que la fonction A, elle ait aussi une propriété d'invariance ou de périodicité quand je fais agir gamma sur le couple X oméga. Autrement dit, ça revient à dire que A, c'est une fonction définie sur les géodésiques du graphe fini. Alors ça, c'est formel pour l'instant. La difficulté, c'est de savoir... Alors... La difficulté, c'est de savoir si... on va voir c'est de savoir si l'opérateur peut vraiment être défini sur les fonctions gamma périodiques une fois qu'on a cette propriété d'invariance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je pars d'une fonction périodique, donc si f est gamma périodique, si je veux écrire l'action de l'opérateur op A sur F, donc je réécris cette action en termes de la matrice KA, mais maintenant, comme la fonction est périodique, il va falloir se poser la question de la sommabilité de cette série, puisque autrement dit, je peux regrouper ensemble les termes. Je vais regrouper ensemble les termes où f prend la même valeur. Autrement dit, je vais transformer cette somme. Je vais plutôt sommer sur mon domaine fondamental D, qui est une copie du graphe. Donc D, c'est un ensemble fini qui est une copie de mon graphe dans l'arbre. Je peux l'écrire comme ça pour l'instant. Ça, je peux toujours le faire. Là, j'ai juste écrit le fait que l'ensemble D ainsi que toutes ces images par le groupe gamma forment une partition de l'arbre. Mais maintenant, si f est gamma périodique, f de gamma y est égal à f de y. Donc, je peux enlever donc maintenant, je peux écrire ça comme ça. Donc c'est la matrice de l'opérateur sur le graphe fini. Donc la matrice de l'opérateur sur le graphe fini, elle est obtenue finalement en périodisant la matrice sur l'arbre. Et il faut se poser la question de la sommabilité. Et alors, si je suppose que l'opérateur, il est porté à distance finie de la diagonale, j'ai aucun problème. À chaque fois, il y a un nombre de termes fini dans la somme. Donc, si je suppose que les éléments de matrice non nulle sont à distance finie de la diagonale, ça, c'est les notations du théorème. Là, il n'y a aucun problème à former cette somme. Par contre, si vous vous souvenez, quand j'avais énoncé les théorèmes de Palais-Wiener, j'avais donné la définition d'une classe de Schwartz. Je ne vais pas la réécrire, mais si vous l'avez sous les yeux, en fait, quelque chose qui est un peu particulier sur les espaces hyperboliques, avec les définitions de classe de Schwartz qui ont été proposées dans les littératures, c'est que les fonctions dans la classe de Schwartz, elles décroissent exponentiellement vite, mais pas assez pour être sommables. Et donc, elles sont en fait dans LP, mais seulement pour P plus grand que 2. Donc, si on voulait, par exemple, prendre des fonctions dans la classe de Schwartz, on aurait déjà des ennuis ici. Donc, on va vraiment en fait se limiter à des opérateurs qui sont à distance bordée de la diagonale.
Voilà, parce que la classe de Schwartz décroît vite, mais pas assez vite pour être dans L1, quoi. Et puis par ailleurs, un autre ennui qu'on va avoir, c'est que dans la démonstration que je vais faire tout de suite, on va appliquer à la fonction A, on va lui appliquer l'opérateur U ou l'opérateur U étoile, donc le transport dans la direction du flot géodésique. Et ces opérateurs sont assez sympathiques, mais ils ne préservent pas la condition de symétrie par S donne moins S. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre. Et donc, en fait, à partir du moment où on applique des opérations qui ne préservent pas la condition de symétrie, on perd tous les théorèmes de Palais-Wiener et on n'est plus du tout sûr que ces sommes vont converger. Donc, U et U étoile, en fait, ne préserve pas la condition de symétrie. C'était une symétrie un peu étrange, hein. C'est pas juste, on ne demande pas juste aux fonctions d'être paires. C'était une condition une condition exprimée en termes d'intégrales qui doivent coïncider. Voilà, donc par exemple ici, si je remplace A par son image par le flot géodésique, je perds complètement de toute façon la sommabilité de cette série et ça va m'ennuyer plus tard. Donc, ça explique que par précaution, en fait, on a... Et c'est quelque chose qu'aurait dû faire, en fait, Steve Zelditch quand il a rédigé sa preuve de l'ordodicité quantique sur les surfaces hyperboliques. Par précaution, en fait, on va toujours tronquer, on va introduire une fonction de troncature. On va toujours couper les matrices à une certaine distance de la diagonale, juste pour être sûr que ces sommes convergent. Donc on se donne un paramètre qui va être grand, mais fini. Et en fait, sur le graphe fini, je vais toujours... Je peux le rajouter directement sur la formule. Je vais toujours couper toutes les sommes de manière à ne garder que... Alors, qui, ça va être une fonction lisse, mais à support compact. Je rajoute quelque chose qui... La fonction qui... C'est une fonction qui est comme ça. Donc, ça ne garde que les xy qui sont à distance plus petite que r. Et de même ici. Donc si mon opérateur était déjà porté près de la diagonale, ça ne change pas l'opérateur. Par contre, ça m'assure que quand je commence à modifier la fonction A, ça m'assure que je coupe de toute façon toujours à distance finie. Ça introduira des termes d'erreur dans certaines formules, mais ça m'assure que mes sommes sont bien définies. Donc avant de faire la preuve du théorème d'ergodicité quantique, il faut que je dise ce qui se passe pour la norme Hilbert-Schmidt sur le graphe fini. Donc j'ai dit que tout à l'heure on a vu que par la formule de Plancherel, quand on est sur l'arbre infini, la norme Hilbert-Schmidt de l'opérateur, c'est la norme L2 de A pour la mesure de Liouville. Ça, c'est perdu sur le graphe fini. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand je calcule la norme Hilbert-Schmidt sur le graphe fini, il faut que je prenne cette matrice-là qui est la matrice périodisée.
Donc si je calcule la norme Hilbert-Schmidt sur le graphe fini, il faut que je calcule en fait la somme sur x, y dans le domaine fondamental D de il faut que je prenne la matrice, mais après l'avoir périodisée. Donc ça, c'est la somme. Et là, je me retrouve avec le carré d'une somme, qui n'est pas la somme des carrés. Zut. D'accord, là maintenant j'ai la somme, ma somme ici sur tous les gammas, elle est à l'intérieur du carré. Et c'est pas donc la somme le carré d'une somme, c'est pas la somme des carrés. Et c'est là qu'on va utiliser encore une fois le fait que pour la plupart des points, on a fait une hypothèse sur nos graphes que pour la plupart des points, la boule des rayons R ne contient pas de cycle. Ça veut dire que pour la plupart des points, en fait, il y a un seul terme dans cette somme. Donc on va séparer entre les points qui sont... On va séparer entre la somme sur les x, telle que la boule, dans le graphe fini, la boule de centre x et de rayon petit r ne contient pas de cycle. Et puis les autres qui vont être les mauvais points. Ah oui, c'est D de x, gamma y. Si je suis en un point x, si je regarde ce qui se passe en un point x, tel que la boule de centre x et de rayon petit r est un arbre, ça veut dire que dans cette somme, il va y avoir un seul terme qui est non nul. Je ne peux pas avoir... sinon, ça donnerait dans le graphe fini, ça donnerait deux chemins de rayon de longueur plus petite que r et qui joignent x à y. Donc pour ces termes-là, il n'y a qu'un seul terme non nul dans la somme. Donc si j'ai une somme avec un seul terme non nul, c'est vrai que le carré de la somme, c'est la somme des carrés. Donc pour ces termes-là, ça ne coûte rien d'échanger le carré et la somme. Et du coup, là, pour ces termes-là, je peux vraiment appliquer la formule de Plancherel, comme tout à l'heure, qui va me dire que ça va bien me donner l'intégrale de A. Alors, c'est tout, et je suis toujours en train de sommer pour x et y dans un domaine fondamental. Donc pour ces termes-là, j'ai pas de souci, je retrouve bien l'intégrale de A pour la mesure de Liouville, ce que j'avais appelé la mesure de Liouville, c'est-à-dire uniforme en x. Ici, x doit rester dans le domaine fondamental D, et puis j'ai la mesure uniforme en oméga et la mesure spectrale en S. Pour les autres termes, je peux avoir, j'ai un nombre fini de termes dans la somme, en fait, et du coup, la seule chose que je peux faire, c'est appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et dans ce cas-là, je perds une constante. Donc, oui, je veux garder un petit peu de temps. Donc, pour les autres termes, en fait, la seule chose que je peux faire, c'est, si je veux faire passer
le carré à l'intérieur de la somme, je vais appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et voilà, la constante que je perds, c'est le nombre. Donc les autres termes, la constante que je perds, c'est le nombre de points dans une boule de rayon R. Je pourrais le compter, mais je n'ai pas besoin vraiment de le compter. Dans l'arbre régulier, voilà, le nombre de... Je vais appeler peut-être... B de petit r, c'est le nombre de points dans une boule de rayon R. Ça, c'est la constante que je perds quand je fais l'inégalité Cauchy-Schwarz. Et après, je vais avoir la même chose, somme sur les mauvais points. Donc, ça va être une inégalité. Là, les mauvais points, je vais juste pouvoir utiliser une inégalité. Et majorer comme ça. Et par contre, il va falloir que j'utilise mon hypothèse pour dire que les points qui passent par les points qui sont sur des cycles de longueur R, j'en ai pas beaucoup. En fait, la bonne norme de Hilbert-Schmidt à utiliser, c'est la norme de Hilbert-Schmidt normalisée, où je divise. Grand N, c'est le nombre de sommets, c'est aussi le nombre de points dans le domaine fondamental. Donc, en fait, on va toujours raisonner avec la norme de Hilbert-Schmidt normalisée. Ce qui fait que ma mesure microcanonique ici, elle est normalisée. C'est une mesure de probabilité. Je divise par le nombre de points dans le graphe. Et donc ce terme-là, finalement, il va être majoré par B de R, le nombre de points dans une boule de rayon R. Le nombre de mauvais points X, c'est ce que j'avais appelé NG de petit r. C'est le nombre de points X tel que B de XR contient un cycle. Et puis tout ça, c'est multiplié par la norme de A en norme L infinie. Donc ici, ce terme, la raison pour laquelle il est petit, c'est simplement parce que j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas trop de cycles de longueur R. Donc on voit que la norme Hilbert-Schmidt d'un opérateur normalisé, c'est quasiment la norme L2 de A pour la mesure de Liouville, mais il y a un terme d'erreur qui provient des cycles. Et puis par un raisonnement un peu du même type, que je ne vais pas faire en détail, le fait d'avoir tronqué tous les opérateurs à une certaine distance de la diagonale, ça introduit aussi des termes d'erreur dans la formule du commutateur. Si je calcule le commutateur Donc maintenant, sur le graphe fini, si je calcule le commutateur entre le Laplacien et A, tronqué à distance R, donc là, on a envie de dire que c'est quasiment la même chose que hop de TA. Et par contre, voilà, il y a des termes, c'est plus une égalité parce qu'il y a des termes d'erreur qui viennent du fait que j'ai tout coupé à une certaine distance de la diagonale, donc il y a un reste. Et le reste, en fait, T, c'est l'opérateur que j'ai écrit tout à l'heure. Le reste, en fait, on peut majorer sa norme Hilbert-Schmidt. Toujours la norme Hilbert-Schmidt normalisée. On peut la majorer par... Alors, ça, c'est l'erreur qui vient du fait d'avoir tronqué. Donc, cette erreur serait nulle si j'avais pris R égale l'infini.
Et là, ce qui apparaît, c'est la norme de A en norme L2 pour la mesure de Liouville. Donc cette erreur, elle n'est pas là si elle disparaît si j'ai tronqué. Et puis, il y a une erreur qui vient des cycles, qui est un peu du même type. Il y a une erreur qui va venir des cycles de longueur R plus 2. Donc il y a deux erreurs, elles sont petites pour des raisons différentes. Celle-ci, elle est petite parce que j'ai supposé qu'il n'y a pas trop de cycles. Et celle-ci, elle est petite parce que j'ai supposé que je peux prendre R très grand. Enfin, j'ai pris R grand, je peux le prendre arbitrairement grand. Voilà, donc maintenant, on peut quasiment démontrer le théorème. Il faut que je reparle de l'opérateur T. Ce que j'ai appelé l'ergodicité pour T, c'est le fait de dire que TA est nul implique que A est constante sur chaque couche d'énergie. Ce que j'appelle une couche d'énergie, c'est le fait de fixer le paramètre S. Donc ça veut dire que A est fixé, A est une fonction constante de x et de oméga. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut démontrer. Je vais appeler F. Grand F, c'est l'espace des fonctions qui sont constantes sur chaque couche d'énergie. En fait, ce qu'on va utiliser dans la démonstration du théorème, c'est effectivement que le noyau de T est égal à F. On va l'utiliser sous la forme, dire que le noyau de T, c'est égal à F. J'ai oublié de dire, mais T, il est auto-adjoint. Si vous regardez la formule, il y avait I, U moins U étoile. Donc T, il est auto-adjoint. Donc dire que ker T égale F, en fait, on va l'utiliser en disant que l'image de T est dense dans F, est dense dans l'orthogonale de F, pardon. Et l'orthogonale de F, ce sont les fonctions qui ont une moyenne nulle sur chaque couche d'énergie. Donc l'orthogonale de F, ce sont les fonctions telles que l'intégrale de A sur chaque couche d'énergie est nulle. Et ça pour tout S. Donc ce qu'on va utiliser dans la preuve, c'est ça, c'est le fait que si j'ai une fonction qui est d'intégrale nulle sur chaque couche d'énergie, je peux l'approcher par des éléments de l'image de T. Alors, faire une petite parenthèse concernant le théorème ergodique usuel. On peut le voir, en fait, le théorème ergodique usuel, on peut le voir de cette manière-là. C'est une autre manière de le comprendre. Dans le théorème ergodique usuel, l'opérateur T, dans le théorème ergodique usuel, l'opérateur T, c'est A rond phi moins A. Autrement dit, c'est UA, c'est U moins l'identité appliquée à A. Donc le théorème ergodique nous dit que, enfin l'hypothèse d'ergodicité usuelle, c'est de dire que si A rond phi égale A, alors A est constante sur chaque couche d'énergie.
Et comme j'ai dit, on peut le réexprimer en disant que toute fonction qui est de moyenne nulle sur les touches d'énergie peut être approchée par des éléments de l'image de T. Donc donc comment on peut construire. Dans cet exemple-là, je vais montrer comment on peut construire B tel que U-IB est proche de A. Alors, une première idée, c'est essayer d'inverser formellement l'identité. Je vais peut-être prendre identité moins U. Une première idée, c'est de prendre somme des UK somme des UKA. J'essaye d'écrire la série de l'inverse de l'identité moins U, mais je la tronque. Alors ça, si je fais ça, ça marche pas parce que ça va faire A moins UNA. Si j'essaye cette idée-là de prendre la série inverse de I-U et de la tronquer, ça ne suffit pas parce que ce reste-là n'est pas petit. Mais par contre, en fait, je peux prendre ça et refaire une moyenne maintenant sur tous les n. La deuxième idée, c'est de reprendre cette formule-là. Mais maintenant de moyenner sur tous les n. Alors, ça va commencer. Il faut que j'ai un autre... Je reprends mon idée précédente, mais maintenant je la moyenne entre n et un autre entier m-1. Bah, si je fais ça, donc celui-là je l'appelle B tilde. Si on calcule I moins l'identité fois B tilde, on trouve A moins en fait, on a juste moyenné ces erreurs-là précédentes. Et en fait, cette deuxième moyennisation suffit parce que maintenant, le théorème de Birkhoff me dit que ça tend vers 0 quand m tend vers l'infini. Donc la première idée de juste prendre la série inverse ne marchait pas, mais si je refais une moyenne, le théorème de Birkhoff me dit que ça marche. Parce que ça, ce sont les moyennes ergodiques. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre de l'ergodicité usuelle, non seulement on a cet énoncé abstrait de dire que l'image de T est dense dans F orthogonal, mais on peut même construire explicitement à la main une suite de fonctions telles que I-UB approche A. Et on peut même dire à quelle vitesse, cette suite tend vers 0. Ainsi, on peut même dire à quelle vitesse cette suite tend vers 0 dans L2. Donc ça, c'est une convergence dans L2. La vitesse de convergence vers 0, elle va venir si j'ai une estimée de la décroissance des corrélations. Donc si je sais estimer la décroissance des corrélations entre UNA et A, si je sais que ça décroît par exemple exponentiellement vite, ça va me donner une vitesse de convergence de cette suite dans L2. Et par exemple, si A elle est cylindrique,
Alors, il faut se souvenir, A, c'est une fonction du couple x oméga et de S, et cylindrique, ça veut dire, x oméga, c'est sa paramètre les géodésiques. Cylindrique, ça veut dire que A ne dépend que de ce qui se passe jusqu'à l'instant D, ne dépend que finalement des premiers pas de la géodésique. Donc, en fait, la fonction A ne dépend pas de la géodésique tout entière, mais ne dépend que des premiers déplacements. Donc si A, elle est par exemple D cylindrique, on a une estimée qui nous dit que ça décroît. Il y a une certaine constante qui va dépendre de D. Et puis essentiellement, après, il y a une décroissance exponentielle. Bon, ça, c'est un calcul qu'il faut faire. Mais la décroissance exponentielle, elle est liée au trou spectral. Vous vous souvenez, dans les hypothèses qu'on avait énoncées pour le théorème, on avait dit, dans le spectre du Laplacien, il y a une première valeur propre triviale, et puis il y a un trou entre la première valeur propre et la valeur propre suivante. Et bien, on peut montrer en fait que le trou spectral du Laplacien, il contrôle aussi la décroissance des corrélations pour les géodésiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier avec le fait d'avoir un arbre régulier. C'est pas vrai sur ça a été une des difficultés par la suite quand il a fallu essayer d'étendre toute cette démarche à des graphes ou des arbres pas réguliers. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez spécifique aux arbres réguliers. C'est un calcul algébrique qui fait qu'en fait le trou spectral du Laplacien, ça contrôle aussi la décroissance des corrélations pour l'opérateur U. Et en gros, ce qui sort là, c'est finalement c'est le rapport entre la deuxième valeur propre et la première. Donc c'est Q plus 1 moins bêta. C'est le quotient entre les deux premières valeurs propres. D'accord ? Et ça nous donne, une fois qu'on sait ça, on voit que ce terme-là, en normal 2, il est plus petit qu'une constante qui dépend de D divisé par le trou spectral, divisé par bêta. Et puis sur M. Donc là, ça nous montre que dans le cadre du théorème ergodique usuel, on peut non seulement dire que l'image de T est dense dans F chapeau, on peut construire explicitement une suite qui approche A, et on peut même dire à quelle vitesse. En fait, on peut même dire que ce qui contrôle la vitesse de convergence, c'est le trou spectral. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le même énoncé. Il y a un énoncé du même genre pour l'opérateur T modifié, celui qui était apparu tout à l'heure. L'opérateur T modifié, il y a une partie qui ressemble à ça, et puis en plus, il y a une espèce de terme diffusif. Mais on peut faire un calcul du même genre, que je ne fais pas... ça ressemble beaucoup, en fait, il faut modifier un petit peu les expressions. Mais on peut faire vraiment exactement la même chose pour l'opérateur T qui apparaît ici. C'est-à-dire, non seulement on peut énoncer ça, mais on peut faire ça de manière quantitative. C'est-à-dire que si j'ai une fonction qui est de moyenne nulle sur chaque couche d'énergie, je peux dire explicitement comment je peux l'approcher par des éléments de l'image de T, et je peux dire à quelle vitesse je peux le faire. Et c'est à partir de ça, voilà, je vais peut-être dépasser de quelques minutes, mais c'est ça qui sert pour terminer la preuve de notre théorème. Alors, je vais effacer ça. Alors, tout en démontrant le théorème, pour ceux qui n'auraient plus l'énoncé en tête, on va le rappeler. Donc, au départ, je vais partir d'une observable A, dont je vais pour l'instant supposer qu'elle a cette propriété d'être d'intégrale nulle sur chaque couche d'énergie.
Et je vais prendre l'opérateur associé, et puis on va se placer dans on peut supposer qu'il est supporté à distance d de la diagonale. Et en fait, ce qu'on va montrer dans ce cas-là, le théorème va consister à montrer que si je prends les fonctions propres du Laplacien, je pense que je les avais appelées psi i. Donc le théorème va consister à montrer que ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on va supposer que l'opérateur K il est porté à distance d de la diagonale. Et ici, j'introduis mon paramètre de cutoff R plus grand que d. Donc ça fait que ici, pour l'instant, en coupant loin de la diagonale, j'ai rien changé. Alors cette quantité, souvent, on va l'appeler la variance de A. Et alors, il y a une première remarque, c'est que si je mets un commutateur, si je regarde un élément diagonal d'un commutateur, du Laplacien avec n'importe quel op A, ou op B, mettons, si je regarde un crochet comme ça fait toujours exactement 0. Pourquoi? Parce que le commutateur, c'est Laplacien op B moins op B Laplacien. Et le Laplacien, comme il est auto-adjoint, je peux le faire passer de l'autre côté et utiliser le fait que les psi sont des fonctions propres. Je vois que les deux termes ici vont donner exactement la même contribution. Donc ça fait toujours exactement 0. Et ça, si vous vous souvenez, c'est peut-être encore au tableau, ça c'est égal à psi i op tb psi i plus, il y a un reste. Donc ça, la somme de ces deux choses-là fait 0, et l'opérateur grand R, je sais le majorer en Hilbert-Schmidt. Donc ça me dit que si je calcule la variance associée. Donc ça, c'est vrai pour tout B, hein, c'est vrai pour tout B, pour tout observable B. Donc pour tout observable B, la variance de TB par inégalité triangulaire, essentiellement, c'est plus petit que 2 fois qu'est-ce que je voulais écrire? Ah oui, non, la variance de TB. Oui, non, je peux même écrire que c'est égal, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est égal à 1 sur n somme des psi i grand R psi i au carré. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur n fois la norme Hilbert-Schmidt de l'opérateur R, que j'ai majoré plus haut. Donc qui est petite. Il y a deux termes qui sont tous les deux petits pour des raisons différentes. Donc je sais que la variance de quelque chose qui est dans l'image de TB est toujours petite. Et maintenant, je vais utiliser que mon observable A, puisqu'elle est dans F orthogonale, elle est proche, à cause de la propriété d'ergodicité, en fait, elle est proche. Je peux trouver un B tel que TB est proche de A.
Et c'est là que c'est important de le faire de manière constructive, parce que je ne veux pas seulement le faire pour un graphe fixé, je veux le faire... Maintenant, j'ai toute une famille de graphes, donc je veux pas seulement pour chaque graphe pouvoir approximer mon observable A par TB, mais je veux savoir que l'erreur que je fais, c'est la même, ou elle est petite pour tous les graphes. C'est pour ça que c'est important d'avoir réussi vraiment à construire explicitement l'inverse de l'opérateur T, c'est pour pouvoir dire... Donc ce que je peux dire, c'est que si je me donne un epsilon, je peux toujours... Ça va être vrai pour tous les graphes dans ma famille. Je peux le faire uniformément sur tous mes graphes. Donc, mon observable A, bon, tout dépend de n désormais. Je vais toujours pouvoir trouver une observable B telle que AN est proche de TBN avec une petite erreur epsilon. Et puis, les BN vont être contrôlés, je crois que c'est en norme infinie, vont être contrôlés par une constante. Mais ce qui est important, c'est que tout ça est indépendant de n. Et ça, c'est parce que la raison pour laquelle je peux le faire de manière uniforme en n, c'est parce que les erreurs, et en fait, ce qui me permet de contrôler les erreurs, c'est le trou spectral, et j'ai supposé que le trou spectral était le même. Donc tout ça, c'est uniforme. Donc ça veut dire que la variance de A, maintenant je vais peut-être mettre, en fait, pour chaque graphe, j'ai choisi une observable, donc tout dépend de n. La variance de A, en fait, toujours par une inégalité triangulaire, en fait, c'est ici que j'applique l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que la variance de AN moins TBN, plus la variance de TBN. Alors, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais ces deux termes sont petits. Ce terme est petit. Parce que TBN est proche de A. Et ce terme est petit parce que j'ai vu que je peux toujours... quand je suis dans l'image de l'opérateur T, la variance de quelque chose de la forme TB, je peux toujours la majorer par deux termes petits. Donc ces deux erreurs sont petites. Ça va être plus petit que epsilon. Et ça, c'est la majoration que j'ai donnée tout à l'heure. Donc ici, voilà, j'ai utilisé l'ergodicité pour dire que si j'ai une fonction qui est de moyenne nulle, je peux l'approcher par des choses qui sont dans l'image de T. Et quand je suis dans l'image de T, je sais que la variance est petite. Et ça, c'est quasiment fini. C'est-à-dire que là, à ce stade, j'ai expliqué comment montrer ça. Ici, j'avais supposé que A était de moyenne nulle sur chaque couche d'énergie. Donc maintenant, il reste à dire ce qu'il faut faire sans cette hypothèse. Donc maintenant, si A est une observable quelconque, je peux... je peux lui retrancher. Je prends A tilde, je prends mon observable A, et puis je lui retranche sa moyenne sur la couche d'énergie S. Donc le théorème précédent, il va s'appliquer à A tilde.
Donc le résultat, si j'applique mon résultat à A tilde, je vais voir apparaître psi i, hop A, psi i. Et je vais devoir retrancher, justement, là, à chaque fois, je dois retrancher la moyenne de A sur la touche d'énergie paramétrée par SI. Toujours avec il y a toujours le lien entre SI et la valeur propre, hein, c'est toujours le même, c'est toujours que lambda I, c'est 2 racines de Q cosinus SI ln de Q. Donc SI, c'est simplement une reparamétrisation de la couche d'énergie. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a démontré comme ça. Et au début, dans l'article avec Étienne, en fait, on l'avait laissé sous cette forme-là et ça nous plaisait pas mal parce que ça ressemblait au théorème d'ergodicité quantique tel qu'on l'avait vu sur les variétés. Et puis, par contre, c'est vrai que quand on racontait comme ça aux gens qui travaillent sur les grandes matrices, ça leur plaisait pas trop parce que hop A, ils avaient quand même du mal à voir ce que ça voulait dire, alors qu'ils auraient bien aimé pouvoir plutôt écrire une matrice ici, plutôt que... Et on a mis... Finalement, ce qui est un peu bête, c'est qu'on a mis un certain temps à simplifier cette expression, c'est-à-dire que là, si je l'appelle K, si j'appelle K la matrice de cet opérateur, en fait, on a mis du temps à se rendre compte que cette quantité-là, elle est très simple aussi à exprimer en termes de la matrice K. Et c'était l'expression que j'avais donnée quand j'avais énoncé le théorème au début. Hein. En fait, ça c'est en écrivant vraiment la transformée de Fourier. Le A indice S, on peut aussi montrer que c'est... Ça peut se réexprimer de manière simple en termes de la matrice de l'opérateur. Si on veut oublier finalement l'observable classique et qu'on veut juste parler de la matrice. Alors je ne sais pas si on voit quand j'écris en rouge. On peut montrer qu'en fait, en termes de la matrice K, c'est simplement somme sur XY de K de XY. Et là, c'est la fonction phi lambda qui apparaissait dans l'énoncé. Donc, c'est ce qui s'appelle les fonctions sphériques sur l'arbre régulier. C'est une fonction qui dépend uniquement de la distance de x à y et qui est une fonction propre du Laplacien pour la valeur propre lambda. Ça joue le rôle d'une fonction de Bessel en géométrie hyperbolique. Donc ce terme-là, soit on l'écrit en termes de l'observable classique, soit on l'écrit juste en termes de matrice. Bon, ça conclut la preuve dans le cas des graphes réguliers. Je vois que l'orateur est connecté. Juste pour dire un petit peu ce qui est venu après, hein, dont je ne vais pas parler cette année dans le cours, peut-être une autre année. Il y a eu des travaux que j'ai fait avec Mostafa Sabri pour essayer d'étendre ça à des graphes qui ne sont pas réguliers. Et c'était pas du tout évident parce que là, quand même, on s'est basé sur pas mal de calculs algébriques, en particulier quand il a fallu inverser l'opérateur T, par exemple. Enfin, il y a beaucoup des calculs, en fait, sont basés sur la transformée de Fourier, qui est vraiment très spécifique à ce modèle homogène, et au fait qu'on a des formules algébriques pour certaines choses. Donc, dans le cas des graphes non réguliers, on a dû faire quelque chose d'assez différent. Étienne Lemasson et Thomas Salston, ils ont fait quelque chose du même genre, mais pour des surfaces hyperboliques dont on fait tendre la taille vers l'infini, le genre vers l'infini. Donc ils ont un théorème analogue. C'est un théorème d'ergodicité quantique, mais au lieu de regarder on est sur des surfaces hyperboliques, et au lieu de regarder la limite des hautes fréquences, on regarde la limite où la taille des surfaces tend vers l'infini. Alors après, on peut aussi s'interroger, savoir si... Vous vous souvenez, dans le théorème, il y avait pas mal d'hypothèses. Il fallait supposer l'hypothèse de trou spectral et l'hypothèse que la plupart des boules ressemblent à des arbres, donc pas trop de cycles. Alors Theo Mackenzie a montré sur des exemples que ces deux hypothèses sont nécessaires. Si on les enlève, il y a des contre-exemples.
certains un peu simples et puis d'autres un peu plus élaborés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... Donc ça, c'est un théorème déterministe. Hein, j'ai juste supposé que je prends une suite de graphes qui vérifie un certain nombre d'hypothèses. On a démontré l'ergodicité quantique. Donc, l'ergodicité quantique dit que c'est un résultat en moyenne sur le spectre. Donc ça veut dire que la plupart de ces termes-là sont petits. Mais en fait, il y a eu une construction assez récente de Alon, Ganguly, Srivastava qui montre qu'il peut y avoir ce qu'ils appellent les scars, le scaring. Il peut y avoir, dans cette somme, il peut y avoir un petit nombre de fonctions propres où il y a une déviation importante entre les deux termes. Et ça ne contredit pas du tout le théorème, puisque ces fonctions propres sont en nombre négligeable devant n. Mais en fait, donc, on n'a pas l'unique ergodicité quantique sous ces... Enfin, ils ont trouvé un exemple où on n'a pas l'unique ergodicité quantique, alors qu'on avait vu que si on prend des graphes au hasard, on a l'unique ergodicité quantique. Et voilà, je pense que j'ai déjà pas mal dépassé, surtout si on veut que le séminaire commence à l'heure. Je vois que Marcos rigole est connecté, donc on va juste faire 5 petites minutes de pause. Même. Merci.